Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette courte vidéo où l'on va réaliser une jauge graphique en code pur sous Windows 27, ici en version 77J. Avant toute chose, je voudrais remercier Paul Ashley et Lonnie pour leurs commentaires sympathiques qui motivent à faire de nouvelles vidéos. Alors n'hésitez pas, si jamais vous aimez mes vidéos, à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Si jamais vous aviez aussi des questions, si jamais des explications n'étaient pas suffisantes, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi que il y aura le code qui sera disponible, il y aura un lien dans la description où vous aurez accès au projet complet, le projet sous Windows 27 en version 77J. Alors, dans la première vidéo, j'avais donc laissé aussi le lien pour le projet, sauf que je n'avais pas pensé à l'époque à coller le code pour les versions antérieures. Alors, je vais corriger ça. Donc, il y aura une nouvelle archive qui va arriver où je vous mettrai dans un fichier texte pur, donc style bloc-notes, les procédures, les classes, etc. Dans ce projet-ci, j'ai prévu le coup, c'est-à-dire que quand vous allez télécharger l'archive, il y aura dans le répertoire du projet un répertoire qui s'appellera version antérieure, dans lequel vous trouverez ce fameux fichier texte pour avoir en code pur texte les classes, les procédures, les codes des boutons, etc. Comme ça, vous pourrez faire des copier-coller directement dans votre projet et, et pouvoir faire fonctionner la jauge graphique. Voilà, donc on va commencer tout doucement. Donc je vais vous montrer ce que l'on va avoir comme projet. Alors, le projet, donc voilà la fenêtre. Donc, nous allons réaliser cette jauge-ci. Voilà, je vous la montre. Donc, vous voyez, elle est rouge, elle est hachurée. Vous avez le fichier transfert qui s'affiche. Là aussi, l'évolution de la jauge. La jauge a changé de couleur. Elle est passée du rouge à l'orange, ici orange, et ensuite au vert. Vous avez vu que l'écriture aussi change de sens. Au début, elle est écrite à droite, ici, de la barre de progression et ensuite à gauche. Voilà, c'est pour que lorsque l'on arrive à 100%, le texte ne sorte pas du champ image qui accueille la jauge, et donc pour que l'on puisse vraiment lire tout le texte. Voilà la jauge que l'on va réaliser. Je vais vous faire une deuxième vidéo aussi où vous saurez réaliser ce type de jauge. Là, c'est donc un nuage. C'est une jauge plus design, on va dire. Voilà, ça, je vous ferai une autre vidéo parce que je voudrais vous faire des vidéos assez courtes pour pas que vous soyez pris avec des vidéos qui durent 1 heure. Voilà. Hein. Donc, on va passer directement au code pour savoir comment ça se passe. Donc, la première jauge. Alors, ici, je suis donc sous WinDev. Donc, la fenêtre, vous trouverez la fenêtre Homepage. Et donc le bouton transfert 1. Donc je vais voir le code. Alors petite chose, hein, j'ai donc mis ici le champ image. Paramétrage simple. Lorsque, par contre, il y a une chose qui est importante, c'est dans le mode d'affichage, surtout, mettez 100%, parce qu'il ne faut pas que WinDev recalcule si par exemple vous aviez choisi homothétique centré, haute qualité, même avec haute qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça change la qualité du dessin que vous allez faire. Il va encore appliquer un algorithme propre à lui et ça pourrait, notamment pour les écritures, donner un résultat qui serait assez peu probant. Donc surtout, toujours mettre 100%. Si jamais vous utilisez un autre paramètre ici, testez-le et vérifiez pour voir comment ça rend, hein, parce que vous pourriez avoir des surprises. Donc voilà, rien de spécial. Donc après, ici, bon, il a une taille de 530-67 pixels. Rien de transcendant. Hein. Donc il s'appellera IMG, son nom logique, c'est IMG_jauge01. Voilà, passons au code. Donc, hop, le bouton transfert 1. Donc ici, cette jauge, je vous la montre, c'est une jauge où il y a tout simplement un... Comment
un objet qui est passé en paramètre. L'objet, vous le voyez, c'est ma jauge. Et donc, cet objet a été instancié grâce à la classe CDonnées-jauge que l'on va aller voir tout de suite. Donc, cette classe, donc vous vous rappelez, je vous l'ai montré dans la première vidéo, pour créer une classe, il suffit de cliquer dans l'explorateur de projet ici, de faire un clic droit et de dire nouvelle classe. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous donnez le nom que vous voulez à votre classe. Ici, vous n'aurez plus qu'à récupérer donc la classe que je vous donne. Si jamais vous voulez récupérer une classe, vous savez, c'est un fichier WDC dans le projet, dans votre projet, et il suffit donc de copier ces fameux fichiers WDC, de les coller dans votre répertoire de votre projet à vous, et d'ensuite faire un import. L'import se fait à partir de projets. Alors soit vous faites liste des éléments et vous ajoutez des éléments, soit vous passez par importer. Là, vous pouvez aussi importer différentes choses. Moi, en général, je passe par liste des éléments. Je fais donc liste des éléments, je fais ajouter, j'importe mes fichiers WDC et après, automatiquement, WinDev les met correctement où il faut. Voilà. Alors, notre classe. Alors notre classe, j'ai créé des membres ici, donc ça c'est les couleurs, c'est les trois couleurs. Quand je vous ai montré la jauge, au point de départ elle est rouge, donc c'est ce membre-là qui va prendre la couleur rouge, et la couleur rouge va de 0 à 30% lors de l'évolution de la jauge. Je vous l'ai mis ici, bon, c'était pour rappel. En fait, on pourrait ne pas mettre ça, c'est juste le code quand on va dessiner la jauge qui va vraiment définir ça. La couleur 2, donc, c'est la couleur orange, et la couleur de fond 3, c'est la couleur verte. Le nom fichier, le membre nom fichier sera un membre qui va vous permettre d'afficher le nom du fichier que vous transférez. La borne min, borne max, vous savez, pour une jauge, il faut bien dire, la jauge est une jauge qui est donc qui a comme valeur min telle valeur, et est-ce qu'elle va jusqu'à 100, 200, 300, bon, c'est la borne max, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. La valeur, c'est la valeur de la jauge. La largeur jauge et la hauteur jauge, en fait, là, on envoie la largeur et la hauteur du champ image qui va accueillir la jauge graphique. C'est ce qui va nous permettre, à partir de cela, de la placer correctement dans ce champ image. La couleur de fond de la jauge, vous savez, c'est la couleur de la jauge. C'est la couleur de fond de la jauge, donc c'est quand elle n'est pas complètement remplie, c'est ce que l'on voit comme couleur. Ensuite, la couleur du texte, ça sera la couleur du texte qui s'affiche pour le pourcentage et le nom du fichier. Voilà. Ici, vous voyez, il y a constructeur 1, constructeur 2. Alors ça, c'est d'office quand vous créez une classe. WinDev, vous créez un constructeur en créant la procédure constructeur. Si vous décidez de faire un clic droit, nouvelle méthode, et que vous retapez encore constructeur, à ce moment-là, il va détecter que vous voulez surcharger la méthode de constructeur, parce que pour lui, c'est comme bon, c'est une méthode. En PO pur, normalement, pour créer un constructeur, vous devez créer une nouvelle méthode qui reporte le nom de la classe. Bon, ici, avec PCSoft, c'est différent. Donc, il met carrément une procédure constructeur. Ici, j'ai surchargé donc la procédure constructeur. Pourquoi? Parce que par défaut, lorsque l'on crée la jauge, ces membres-ci prennent ces valeurs-là par défaut. Mais si jamais vous vouliez utiliser vos propres couleurs, soit vous modifiez ces paramètres par défaut, soit lorsque vous instanciez votre objet, vous pourriez mettre des parenthèses et venir vous-même spécifier vos propres couleurs. Et à ce moment-là, les membres prendraient vos propres couleurs à vous. Moi, dans le code que je vais vous montrer, j'utilise les valeurs par défaut. Je vais vous montrer où ça se passe. Voilà, tout est dit sur la classe. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, on a créé des membres. Ici, comme il y a deux constructeurs, c'est ce qu'on appelle la notion de polymorphisme.
C'est-à-dire que à partir d'une même classe, vous pouvez créer, instancier un objet différent en fonction de comment vous le créez. C'est-à-dire, si vous ne lui envoyez pas de paramètres, ben, donc votre objet aura des membres avec ces valeurs-là. Si vous spécifiez des paramètres, vous aurez un autre objet avec des membres qui auront d'autres valeurs. Voilà. Comme vous pouvez construire différents objets, ben, on parle de polymorphisme, tout simplement. Donc je retourne ici dans ma page homepage. Vous voyez ici, j'ai instancié mon objet ma jauge, mais je n'ai rien spécifié derrière. Si par contre j'avais mis, vous voyez, j'ai mis une parenthèse, et là il me propose d'office, soit sans paramètres, donc c'est le constructeur 1, soit il me propose de spécifier donc 5 paramètres de couleur, et là on passerait donc dans la syntaxe 2 de 2 du constructeur que l'on a vu tout à l'heure, et donc là on créerait un autre objet. Alors, soit vous laissez les parenthèses comme ça, soit vous ne mettez rien, c'est pareil. Et donc, ça veut dire que ben, vous allez passer dans le premier cas. Donc, avec les paramètres de couleur par défaut. Donc voilà, nous avons créé notre objet. Ensuite, i, ben, il sera utilisé parce qu'on va dessiner 100 fois notre jauge. Allez, je vais prendre un petit peu de café. Du Senseo au caramel, un délice. Allez, donc le i va servir pour notre jauge. Ensuite, là, c'est le temps d'attente. Alors, vous allez voir, enfin, vous l'avez vu, quand j'ai lancé la jauge, elle avançait doucement, plus ou moins vite, doucement. En fait, c'est tout simplement parce que je l'ai fait un code ici, init hasard. Et je fais varier le temps d'attente entre deux dessins de la jauge. C'est ce qui permet de simuler que la jauge avance plus ou moins vite, comme si c'était un cas réel. Hein. Bon, rien de bien transcendant. Alors, nous avons créé notre objet et donc je commence à renseigner les membres de mon objet. Alors, comme ici je n'ai rien spécifié, évidemment, tous ces membres-ci, hein, j'ai fait F2 hein, pour entrer dans la définition de la classe. Comme on n'a spécifié aucun paramètre lorsque l'on a créé notre objet, hop, tous ces membres-ci sont déjà donc renseignés. Donc, tous ces paramètres-ci, hein, couleur fond 1, couleur fond 2, couleur fond 3, couleur fond jauge et couleur texte. Il nous manque donc tous ces paramètres-ci. Alors, eh bien, on va les renseigner. La borne min et la borne max, donc ma jauge, elle commence à 0 pour la valeur minimale et la valeur maximale, ce sera 100. Ça tombe bien, on va faire varier notre i de 1 à 100. Ensuite, la largeur de la jauge et la hauteur de la jauge. Ah ben, je reprends, comme je vous disais tout à l'heure, la largeur et la hauteur du champ image. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Ah ben, évidemment, avant chaque dessin de ma jauge, je renseigne bien mon objet en disant ben, la valeur de ma jauge sera 1, 2, 3, 4 en fonction de l'occurrence. Ensuite, le nom du fichier, là c'est pareil, j'ai fait un hasard, donc ça sera fichier underscore, un chiffre, et puis une extension .txt. Alors, ça c'est juste un titre d'exemple, vous mettrez ce que vous voudrez. Et ensuite, c'est là que je lance le dessin de ma jauge à proprement parler. Donc, j'envoie en paramètre d'entrée à la procédure de dessin de ma jauge notre objet. Hop. Et donc, vous voyez, alors comment ça se passe? Je dessine la jauge. Ici, je renvoie donc, ma jauge AD va donc être l'objet qui contient tout ce que l'on a renseigné juste avant. Et là, je commence par créer une chose importante, c'est une variable de type image. En fait, je vais tout dessiner en mémoire dans une variable de type image et à la fin, je vais renvoyer cette fameuse image directement dans mon champ image. Vous voyez, je l'ai mis ici. On renvoie la variable de type image directement dans le champ image. En effet, si je reviens ici, vous voyez, c'est mon champ image qui va directement recevoir ma variable de type image du fait que j'ai fait un renvoyé dans ma procédure dessine jauge. Donc voilà, je retourne dans ma procédure. Hein, pareil, je fais CTRL F2 pour revenir en arrière. Et si je suis dans une procédure, je fais F2 pour rentrer dedans. Alors je dis ça pour les débutants, évidemment, ceux qui ont l'habitude le savent depuis belle lurette. Ensuite,
qu'est-ce que je crée? Ben, je crée différentes variables. Ici, c'est pour la hauteur de ma jauge, pardon. Donc, la hauteur de la jauge sera égale à 12. Alors, oui, pour être plus propre, il faut faire ceci. Voilà, c'est une affectation respective. Ça veut dire que n hauteur jauge est égal à 12, que n marge gauche et droite, ça sera de 40 pixels, et la marge haute sera de 25 pixels. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon champ image, j'applique des marges afin de pouvoir, si vous voulez, afficher le pourcentage de la jauge et le texte en bas qui est en dessous de la jauge. Ensuite, les nPosX 1, 2, nPosY1, nPosY2, tout ça, ce sont des variables, vous allez voir, que j'utilise pour positionner soit le dessin de ma jauge, et aussi vous avez ici les nPosXT, nPosXT2, ça, je l'utilise en fait pour positionner le texte lorsque je l'écris. Ensuite, ici, vous avez ma police. J'ai créé 2 polices. Donc, vous l'avez bien compris, c'est la police pour le texte, donc le nom du fichier que l'on va écrire. Ma police pourcentage, donc c'est une police qui sera utilisée pour écrire le pourcentage de la jauge. Par contre, élément important, bon, ici, il y a la phrase aussi, la phrase de fin, transfert terminé, une chaîne toute simple. Par contre, ici, j'ai créé mon champ L est un champ. Donc ça, c'est une variable de type champ. Et là, je crée, vous voyez, il y a ce symbole-ci qui est important. Hop, voilà. Donc, je crée un champ qui s'appelle champ L, qui sera de type libellé, qui sera positionné, ça c'est PosX, la position sur l'axe des abscisses, la position sur l'axe des ordonnées, la largeur, la hauteur, et est-ce qu'il est visible ou non. Donc, vous avez compris, il sera mis en haut à gauche, et en largeur 0, en hauteur 0, et ce qui sera visible, non. En fait, ce champ que je crée, ça sera juste une variable de type libellé qui va me permettre d'utiliser la fonction plus tard texte largeur ou et texte hauteur. En fait, c'est une fonction qui nécessite normalement l'utilisation d'un champ. Or, moi, je ne veux pas créer physiquement un champ dans ma fenêtre, ce n'est pas propre. Il y en a qui mettent des champs cachés là dans les fenêtres, il ne faut surtout pas faire ça. Donc moi, je passe encore par une variable de type champ. Ainsi, je vais pouvoir détourner la fonction texte largeur, texte hauteur. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on fait ici? On initialise... Alors, pourquoi il me fait ça, lui? Il est inconnu ou inaccessible. Ah, alors. Oh là 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 là. Excusez-moi. Un petit CTRL Z. Voilà. Hop. Alors là, il y a... Voilà, c'est les aléas du direct, ça. Alors. Hop. Voilà, tout est revenu dans l'ordre. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? J'initialise. Oui, en fait, il n'aime pas les parenthèses ici quand vous déclarez. Il aime bien les parenthèses ici. Lorsque l'on fait de l'affectation respective, mais il veut pas de parenthèse quand on est en pleine déclaration. C'est pour ça qu'il m'avait tout mis en rouge. C'est de ma faute, les aléas du direct, entre guillemets. Donc, mon image, point largeur, mon image, point hauteur. En fait, on vient de créer notre variable de type image, et lorsque vous créez une variable de type image, ici, par défaut, sa largeur et sa hauteur sont égales à 0. Rien n'est paramétré. Vous avez juste on va dire, entre guillemets, un objet complètement vide. Il faut le paramétrer. Donc, au point de départ, on va lui donner en largeur et en hauteur ce que l'on a récupéré de notre champ image, mais qui a été envoyé dans l'objet. Donc, dans l'objet, je vais chercher largeur image et hauteur image que j'affecte à ma variable de type image. Ensuite, je crée mes polices.
Ici, rappelez-vous, j'ai créé mes deux polices, mais ici, maintenant, je spécifie vraiment. Donc, ma police pourcentage, point nom, la taille, et est-ce qu'elle est grasse ou non. Donc, ça, c'est la police pourcentage, donc ça sera du Segoi, taille 10, et oui, ce sera écrit en gras. Par contre, pour le texte du fichier, ce sera aussi du Segoi UI. Elle sera un tout petit peu plus petite et elle ne sera pas grasse. Ce sera une écriture normale. Ensuite, chose importante à faire avant de dessiner. Vous devez absolument utiliser la fonction dès début dessin. Donc, vous allez dessiner dans votre variable de type image, mon image, super. Et vous dites, je veux tout effacer et je veux gérer la transparence, donc la couche alpha. Donc, il faut mettre le paramètre D avec opacité. Ensuite, très important, cette fonction d'échange mode, pareil, vous spécifiez votre variable de type image. Et là, vous dites que vous voulez l'anti-aliasing sur le dessin et sur le texte. Ça vous permet, vous savez, de ne pas avoir de crénelage lorsque vous faites des courbes, et notamment pour le texte, quand vous écrivez du texte et que vous avez spécifié l'option dessin texte anti-aliasing, le texte est beaucoup plus beau. Sinon, vous allez voir votre texte, vous aurez beau choisir une police de caractère, ça sera vraiment assez moche. Mais bon, là, avec cette option-là, c'est très bien. Il y a des fois, je vous expliquerai, il y a un intérêt à ne pas l'utiliser. Notamment lorsque vous récupérez une couleur de votre graphe pour faire ensuite une recherche dans une base de données. Enfin, je vous montrerai la technique. Des fois, il est intéressant de ne pas utiliser cette option-là. Mais dans la majorité des cas, utilisez-la. Je vous montrerai le cas précis lorsque l'on fera vraiment le graphe, donc d'infographie. Hein. Alors, donc, ici, qu'est-ce que l'on fait? Début du dessin, on va dessiner le fond de la jauge. Alors, la jauge, comme vous l'avez vu, pour donner, vous avez vu, elle est arrondie au début, après, c'est une jauge normale et elle est arrondie à la fin. Donc, pour dessiner une jauge comme ça, c'est quoi? Ben, c'est un cercle, un rectangle et un cercle de fin pour fermer l'arrondi. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va déjà dessiner la jauge qui a un fond un peu gris. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, je positionne là où je veux dessiner mon premier cercle. Je dessine mon premier cercle avec la couleur fond qui est une couleur grise. Ensuite, juste à droite de ce cercle-là, à partir du milieu de ce cercle-là, donc je vais dessiner un rectangle sur la droite. Et au bout du rectangle, je vais redessiner un autre cercle pour fermer. Donc, pardon, donc l'illusion, c'est un cercle, mais qui a été recouvert par un rectangle et qui est, lui, recouvert par un autre cercle. Ça vous donne l'illusion d'une belle jauge bien arrondie avec une hauteur de 12 pixels, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors sachez que l'ordre de dessin des fonctions de dessin est important. C'est-à-dire que ici vous avez dessiné un cercle. Au-dessus de ce cercle-là, un rectangle est dessiné. Et encore au-dessus de ce rectangle-là est dessiné le dernier cercle. C'est comme si vous connaissez les logiciels de dessin, on parle de couches, de calque. Donc le premier cercle, on va dire qu'il a une altitude de 1, il est comme sur le premier calque. Au-dessus, il y a un autre calque où il y a le rectangle, et encore au-dessus, il y a un autre calque où il y a le deuxième cercle. Donc ça, c'est important de vérifier suivant ce que vous voulez faire, ou suivant ce que vous voulez mettre en premier plan ou non dans votre dessin. Il est vraiment très important de vérifier l'ordre d'exécution de vos fonctions de dessin. Voilà. Donc ensuite, la jauge, rappelez-vous, elle était rouge au point de départ. Ensuite, elle passait à la couleur orange et à la fin, elle passait à la couleur verte. C'est ici que c'est géré en fonction de la valeur de la jauge que l'on a envoyée. Si on est inférieur ou égal à 50, la jauge sera de couleur verte. Rappelez-vous, hein, la couleur fond 1, c'était vert. Entre, on va dire, 50, donc, supérieur à... Ouais, entre 50 et 80, on est à orange, et supérieur à 80, on est vert. Voilà. Donc ensuite, au-dessus de cette jauge que l'on a dessinée, on recommence la même procédure.
Là, on redessine donc le cercle comme le premier que l'on a fait ici. On le dessine, mais en couleur cette fois-ci. Et après, par contre, ici, je refais un rectangle avec la couleur de fond gris. Pourquoi? C'est parce que, au point de départ, si je ne fais pas ça, vous allez avoir un cercle complet et ça va pas faire beau. Donc, je coupe en deux ce cercle-là. Donc, je redessine mon rectangle de la couleur de fond. C'est pour que ça donne une illusion d'optique. Donc, ça fait comme si le début de votre jauge a commencé à se colorier. Et ensuite, par-dessus ça, je vais donc paramétrer le rectangle de couleur que je vais faire. Donc, à ce moment-là, comment paramétrer ce rectangle de couleur? C'est la fonction défond qui vous permet de faire ça. Et donc ici, je spécifie, hein, tant qu'on est inférieur à 100, donc défond, ce sera hachuré. L'épaisseur des hachures sera de 3 pixels et la couleur, c'est la couleur que l'on a définie ici en fonction de l'avancement de la jauge. Ensuite, des stylos, vous savez, c'est pour tout ce qui est cadre, pour tout ce qui est aussi texte. C'est le stylo qui est utilisé. Enfin non, c'est plutôt pour les cadres, pardon, et les traits. Et le défond, c'est vraiment pour ce qui est le fond de vos polygones, de vos rectangles, de vos cercles. Alors que des stylos, c'est plutôt pour les contours. Voilà. Alors, ensuite, nous redessinons notre rectangle de progression de la jauge, qui sera donc hachuré tant que ce sera inférieur à 100. Sinon, on ne passe pas dans ce code-là et ce sera du plein. Hein, parce qu'on n'a pas spécifié la hachure. Et par défaut, c'est plein, l'option qui est choisie pour la couleur de fond. C'est pour ça que je ne l'ai pas spécifié, mais j'aurais pu mettre virgule, fond plein. Et puis bon, là, on ne spécifie pas de valeur pour la hachure, du fait que c'est plein. On ne va pas mettre encore un troisième paramètre, pardon. Donc voilà, on a dessiné notre rectangle de couleur hachuré. Et à la fin, là, on va placer donc le texte. Alors, le texte, donc on spécifie la police. Alors, dans le champ, si vous voulez, que l'on a créé tout à l'heure, donc mon champ L, on affecte une police à ce champ-là, donc la police texte que l'on a créée. Et dans ce champ-là, on lui affecte aussi un texte. Comme ça, on lui a dit dans notre champ que l'on a créé, dans notre variable de type champ, hein, on lui a dit tu utilises telle police et tu mets tel texte dedans. Formidable. Donc on peut utiliser après donc, la fonction texte couleur. Si, alors, le texte, vous avez vu, j'ai dit mon champ L est égal donc au nom du fichier. Par contre, si ma jauge est arrivée à 100%, c'est la phrase de fin que j'affecte à champ. C'est, vous savez, transfert terminé. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à 100%, j'affiche le nom du fichier, qui est en cours de transfert, hein, sous-entendu. Et si on arrive à 100%, j'affiche le texte traitement terminé. Ensuite, je cherche donc à connaître la largeur de ce texte en pixels. Ensuite, ici, je fais la même chose pour, je configure, vous voyez, la même chose pour donc le pourcentage de ma jauge. Et en fait, après, qu'est-ce que je fais? Je dis, tiens, lorsque ma jauge a une valeur supérieure à 70%, à ce moment-là, je fais mon texte, je l'écris à gauche de mon rectangle, vous savez, le rectangle de couleur hachurée qui avance. Je vais écrire le texte à gauche. Par contre, si on est inférieur à 70%, je vais écrire à droite. C'est pour ça que vous voyez qu'ici, je prends la position et je recule de la largeur du texte et je recule encore de 3 pixels. Sinon, j'écris juste à la fin de mon rectangle que je suis hachuré et je décale de 3 pixels. Voilà. Ensuite, ici, comme d'habitude, je ferme ma jauge
en mettant le dernier cercle, là un cercle de couleur. Mais ça, je ne le fais que lorsque ma jauge est arrivée à 100%, parce qu'à la fin, elle doit être complètement en couleur et elle est pleine. Donc je dois dessiner ce cercle qui crée l'arrondi de fin de jauge seulement lorsqu'on est arrivé à 100%. Sinon, ma hachure, mon rectangle hachuré, il est droit. Je ne l'ai pas fini en arrondi. Ensuite, donc ça c'est... Oui, donc pour le pourcentage, donc là j'affecte pareil, toujours pareil, avant de dessiner du texte, on doit utiliser la fonction dpolice. On lui dit la police que l'on lui affecte. Donc là c'est pour le texte du fichier. Donc là, j'écris vraiment le nom du fichier, vous le voyez ici. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que je fais. Si je suis inférieur à 100%, ben, j'affiche donc le nom du fichier. Si je suis supérieur, enfin si je suis égal à 100%, j'affiche la phrase de fin. Ensuite, pour le pourcentage, avant d'écrire, toujours pareil, je dois utiliser la fonction dpolice en lui disant, ben, prends la police cette fois-ci de pourcentage. J'écris le texte et bien positionné. Et là, très important. Si jamais vous ne faites pas ça, il faut absolument supprimer votre champ, votre variable de type champ. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné un nom logique ici. On lui a donné un nom logique champ L. Si vous lancez une première fois votre procédure, le champ n'existe pas, vous allez le créer, tout va bien se passer. Par contre, à la deuxième occurrence, vous allez vouloir créer un champ avec un nom logique, mais il existe déjà. Donc vous allez tomber sur une erreur fatale. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement supprimer ce fameux champ que vous avez créé, et comme ça vous pourrez le recréer une deuxième fois, parce que vous le créez, vous l'utilisez, vous le supprimez, vous le recréez, vous l'utilisez, vous le supprimez, voilà, vous faites continuellement ça, donc plus d'erreur, il n'y a aucun souci. Ben voilà, on a fini de dessiner dans notre variable de type image, donc je vais la renvoyer directement dans mon champ image. Donc je fais un petit CTRL F2, il veut pas, ok. Donc ici, vous voyez, nous renvoyons donc directement dans un champ de type image notre dessin. Et bien voilà, là je vous ai tout dit. Ensuite, ici, bon, rien à dire de spécial. J'initialise la fonction de hasard. Et le délai d'attente avant de redessiner une autre jauge varie entre 0 et 10 millisecondes, hein, si je ne me trompe pas. Et l'attente se fait réellement là avec la fonction multitâche qui arrête, vu que j'ai mis de valeur négative, qui arrête véritablement le traitement, ça fait comme une pause, et ensuite, hop, on redessine, et ça 100 fois. Et ben voilà, vous avez tout vu. Donc, dessiner une jauge graphique n'a plus de secret pour vous. J'espère que c'est assez clair. Donc, je vous invite à me retrouver donc dans une deuxième vidéo qui va suivre celle-ci. Je pense que je vais essayer de la faire aujourd'hui aussi. Donc là, la première jauge que l'on a fait, c'est celle-ci. Hein, donc, formidable. Et je vais vous parler dans une autre vidéo, ce sera plus court parce qu'il n'y a pas d'objet, comment faire cette jauge-ci. Vous voyez, elle est un petit peu plus graphique encore un petit peu plus design. Enfin, elle est complètement différente de celle-ci. Je vais vous montrer comment la faire. Alors, écoutez, je vous souhaite de très bons développements. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire si cette vidéo vous a plu. Et sachez que je vous ai fait cette vidéo-là simplement pour que vous ayez les bases pour faire ensuite de l'infographie. Ensuite, on passera vraiment à l'élaboration de graphes. Mais là, vous avez vu la création de police, le positionnement du texte. Vous avez vu comment utiliser un objet. Vous avez vu comment dessiner. Donc, vous avez toutes les bases. Après, je vous donnerai encore d'autres astuces, mais il fallait vraiment que vous connaissiez cela. Il fallait aussi voir la première vidéo concernant la POO pour les objets. Et au moins, vous avez vraiment là les bases pour faire de l'infographie. Là, ça devient intéressant. Allez, je vous dis à très bientôt.